Si vous permettez, on va ouvrir cette conférence. Bienvenue à tous au nom du collectif Paysage après pétrole et surtout, merci, un grand merci à Panos Mantzarias. On a un invité de grande marque aujourd'hui, puisque j'ai regardé ses qualités de diverses sortes et il y aurait de quoi faire pratiquement un exposé avec simplement ses activités ça risquerait aussi de l'empêcher de parler si on s'appesantit trop. Donc, vous avez déjà une partie de ces qualités qui sont écrites sur la première diapo. Donc, Panos Mantzarias est directeur de la Fondation Braillard Architectes et directeur scientifique du programme qui va nous être exposé aujourd'hui, qui s'appelle Luxembourg in Transition. Euh, Par ailleurs, Panos est architecte et philosophe, et il est membre du comité d'experts du New European Bauhaus. Alors ça c'est compliqué parce qu'il y a à la fois de l'allemand et de l'anglais. Neue European Bauhaus peut-être, qui a pour objectif, c'est un grand programme européen qui essaye de mêler des solutions durables, inclusives et esthétiques. Et le terme est utilisé dans ce vénérable cadre institutionnel européen qui pourtant d'habitude habitué au tableau de chiffres. L'esthétique leur semble, et ils ont raison, et semble, je pense, à Panos Mantzarias, une chose importante, puisqu'elle permet à la fois de construire des solutions localement ancrées et de véritablement impliquer les populations, les citoyens dans le processus, et ce que risquerait de manquer quelque chose de purement quantitatif. Vous référez-vous à notre livre récemment sorti, Changeons de paysage, l'embellie écologique, qui fait profession de promouvoir la beauté, non pas comme un gros mot ou comme quelque chose de superfétatoire, mais comme un élément majeur de la mobilisation de tous au service de la bifurcation écologique. Luxembourg in Transition, il y a 30 équipes mobilisées avec des disciplines extrêmement variées et un comité de citoyens. Alors, le Luxembourg n'est pas complètement nouveau pour le collectif PAP, puisqu'il y a quelques années, nous avions analysé 6 territoires européens qui essayaient de se lancer dans une transition écologique nécessaire, parmi lesquels la commune de Beckerich au Luxembourg, que peut-être notre intervenant connaît, et qui était une sorte de préfiguration, peut-être, de ce que pourrait être une transition écologique par le paysage. Voilà, j'en ai beaucoup dit, et nous attendons avec délice ce que va nous dire notre intervenant maintenant. Donc, on a dépassé la vingtaine de participants, mais bienvenue à tous. Je pense que ça va continuer à monter un petit peu. Et sans plus attendre, je cède la parole à Panos Mantzarias. Bon, merci beaucoup Jean-Pierre, Thibault, merci. Et merci aussi à Blandine et à Françoise, Blandine Cosson et Françoise Paclot pour cette invitation. Et je suis ravi, bonjour donc à toutes et à tous, pour cette heure pendant laquelle je vais essayer de vous parler d'une expérience assez unique, assez particulière et une expérience fabuleuse d'une certaine manière et qui nous a à l'époque donné beaucoup d'espoir et nous a même émerveillés sur la capacité des femmes et des hommes du projet et de l'action, de leur capacité d'aller vers ce qu'on appelle nous la transition écologique, qui est pour nous, je vais me référer plusieurs fois, peut-être un peu trop, la seule sans doute issue, d'ailleurs le seul projet intéressant pour notre futur. Alors, cette présentation hein, est grosso modo divisée en deux parties. Une partie qui explique qu'est-ce que c'est cette méthode de consultation que vous voyez ici et comment on y arrive pour construire un discours concerté, un discours tressé entre experts, et, décideurs et population autour d'une question. Une consultation peut être n'importe quoi sur n'importe quel sujet, mais la consultation sur l'urbanisme, l'architecture et l'environnement, elle a une particularité que je vais essayer de vous expliquer. Aussi, à partir mais de nos positions personnelles et puis de la Fondation Braillard qui a cadré cette activité, cette action. Alors, je commence d'abord par une
disons, excusez-moi, j'ai un peu un souci avec mon petit écran. Alors, d'expliquer ce que c'est une consultation, parce que une consultation, certainement, euh, elle elle est une forme de mise en contribution de plusieurs avis, plusieurs idées sur un sujet. Mais avant ça, nous allons parler de ce que vous connaissez sans doute en partie, qui est la transition écologique. Cette transition qui demande pratiquement un changement de discours, un changement d'action autour dans nos vies quotidiennes. Parfois, penser, discuter comme transformation, mais j'aurais voulu la voir comme une métamorphose. Donc, je passe de cette expression de Karl Polanyi sous la transformation, la grande transformation, son livre en 1944 qui a expliqué à quel point les sociétés modernes détruisent pour se construire et se transforment, pour pour passer à Ovide, donc au poète latin, qui a parlé de métamorphose, de quelque chose que c'est cette petite image que vous voyez là-haut du petit papillon, et qui passe d'un état de caterpillar en anglais à papillon. Donc, c'est le même organisme, mais ce n'est plus du tout la même forme. C'est un peu le fond de notre histoire de la transition écologique. Nous sommes obligés de faire une métamorphose de nos sociétés tout en restant, du point de vue, je dirais, biologique ou organique, le même individu, le même organisme. Et c'est comme ça qu'après plusieurs années de travail sur la transition écologique, je vois le thème de la transition. Alors, vous avez eu le plaisir d'avoir une très belle euh, présentation il y a quelques semaines sur l'Anthropocène. Alors, l'Anthropocène, pourquoi ça nous intéresse ici? Ça nous intéresse parce que, comme vous voyez, d'abord, c'était un terme qui avait été proposé aux années 2000 par Paul Crutzen pour définir, pour décrire une période, la période dans laquelle on est, la période où l'homme, l'anthropos, transforme son environnement de manière non réversible. Vous savez peut-être que ce terme n'a pas été officiellement adopté, il a été décliné par la Société mondiale de géologie, donc il n'est pas un terme officiel, scientifiquement officiel. Pourtant, on continue à l'utiliser. À l'époque où on faisait le Luxembourg Transition, c'était encore en discussion parmi les géologues, et donc il y avait encore un espoir que ce terme puisse être utilisé par la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est pas le terme anthropocène qui correspond à une période, comme vous voyez en bas, vous voyez, j'imagine, mon petit curseur, qui correspond à un départ. On ne sait pas exactement quand, est-ce que c'est 1500, est-ce que c'est 2000, est-ce que c'est 1500, 1950, ou quand les Canadiens ont découvert un lac avec des strates extrêmement précises, etc. Donc, la question n'est pas quand ça commence, enfin, le 1500, c'est l'époque, c'est la découverte de l'Amérique, le départ d'organismes naturels qui passaient d'un continent à l'autre, etc., de plantes et aussi de maladies, bien sûr. C'est qu'il y a une période, cette longue période dans laquelle on est, qui s'appelle l'Anthropocène ou pas, demande une transformation d'une période non soutenable basée sur l'économie du fossile à une autre période soutenable, qui est celle avec zéro carbone, du fameux zéro carbone. Le passage, alors voilà exactement de quoi on va parler aujourd'hui. Le passage de cette économie carbonée à une économie décarbonée, c'est un temps donné, un temps qui va durer, ce qui va durer, qui s'appelle transition écologique. C'est une transition d'un point A au point B, à un point B, comme vous êtes dans un aéroport, vous sortez d'une porte et vous faites un transit vers une autre porte pour reprendre votre avion. Électrique, on espère, dans le futur. C'est-à-dire, cette, la transition écologique est la phase initiale introductive qui précède un développement durable. C'est en ce sens que c'est un projet, ce n'est pas une condition. L'Anthropocène, c'est une condition, c'est une réalité, c'est un phénomène. La transition est un projet avec tous les sens
qu'on peut donner au terme projet. Préparation, désir, action, temps, etc. Alors, pourquoi on est dans cette situation de transit? Parce que nous avons des lanceurs d'alerte énormes que vous connaissez, ce n'est pas la peine de rester là-dessus longtemps, entre tous les extrêmes climatiques qui, au fond, nous posent un problème d'existence, en fait, de survie. Et alors que nous vivons ça dans l'instant présent, c'est comme ça que c'est aujourd'hui, nous savons, grâce à nos scientifiques, que nous avons une longue trajectoire. C'est par l'exemple de l'anomalie des températures qui est connectée à l'anomalie, au changement des terres, d'utilisation des terres, bien sûr au CO2, et bien sûr à la population mondiale et surtout à la population urbaine qui va bientôt dépasser les 3 milliards, etc. Donc on arrive à une phase euh, où tous les indicateurs montrent que les problèmes écologiques, les problèmes climatiques, les problèmes écologiques qui en découlent sont en fait ont une relation causale avec les activités humaines. C'est le fond de l'histoire. Nous n'aurions pas un projet à faire si nous ne savions pas qu'il y a une causalité entre les activités humaines, projectuelles ou pas, et le climat. C'est ça qui fait et qui nous met en position d'imaginer qu'il y aura des métamorphoses qualitatives et quantitatives que nous devons mettre ensemble, et c'est ça le projet. Pour arriver à quoi? Tout très simplement, à réduire, enfin, à faire tomber ce CO2 euh, à nouveau à zéro, parce que c'est ça qui fait réchauffer la planète et qui fait. Enfin, c'est peut-être pas la peine de le redire 1000 fois, mais parfois il y a des gens qui vous disent, mais c'est très bien, le CO2, ça fait peu, il y a beaucoup de plantes, etc. Donc, ça fait grandir les plantes. Et donc, il y a donc une facilité par laquelle on peut mélanger les causes et les effets, et les biens et les mal dans cette histoire. Alors, il y a aussi une autre question, qui est c'est la première fois que nous avons un destin qui dépend d'un seul chiffre, qui est la température globale. Alors, 1,5, c'est déjà du vœu pieux, peut-être, qu'on appelle en anglais wishful thinking, et nous l'avons légèrement dépassé. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a un chiffre, il y a une métrique qui est indicative de notre condition humaine. Jusque-là, on n'avait jamais eu ça. C'est un seul chiffre traduit l'ensemble de notre destin. Et c'est pour ça que parfois, dans la suite de la discussion, on va parler de métrique, non pas parce que nous, on est des scientifiques ou des ingénieurs, on va dire, patentés ou fous, mais parce que cette métrique est liée à la qualité de vie, d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est là exactement où je voudrais venir. Les- la métrique est un projet aussi social. Et il y a beaucoup de livres extraordinaires qui ont été écrits sur comment les mesures et les métriques transforment les sociétés et les conduisent quelque part. Donc, si on n'a pas une métrique de la transition écologique, on ne pourra pas la faire. C'est très simple. Alors, au fond, 1,5 est F, une fonction du CO2 produit avec une autre fonction qui est le méthane produit, avec les kilowattheures consommés, avec les mètres carrés consommés, avec les kilomètres parcourus pour la mobilité, avec les tonnes de plastique et de produits mis au rebut, avec des tonnes alimentaires. Alors, cette figure, ce chiffre, il est connecté à d'autres quantités. Puis, mais aussi, c'est une fonction des X électeurs pour et X électeurs contre une politique environnementale. Au fond, ces deux équations sont connectées, c'est-à-dire les avis et les préférences des électeurs et les réalités des masses produites et consommées sont forcément liées. Et souvent, les électeurs veulent consommer, comme vous le savez. Et donc, il y a un vrai problème entre ces deux manières de voir le 1,5. Puis, 1,5, c'est une responsabilité des politiques et de la politique des politiciens
J'ai écrit ici, si la nature pouvait voter là-dedans, si on pouvait avoir une troisième fonction, un troisième élément qui est enfin, les bestioles, et les animaux et les plantes, les politiciens feraient une autre politique parce qu'il y aurait un changement dans les équations. Et donc, ça nous permet de dire que tout ça est à travailler. Donc, c'est une nouvelle donne dans le temps, dans l'espace. Nous devons travailler les fonctions qui permettent qui nous permettront de maintenir la température 1,5 degré au-dessus des températures de l'ère pré-industrielle dans le temps, dans l'espace. Ce n'est pas une chose qui va se faire tout de suite et pas par une personne ou par une poignée de personnes. Alors, ça, c'est pour l'introduction sur quelques éléments théoriques. Passons un peu à l'espace. Nous avons effectivement quelques tendances, méga tendances, qui sont la grande évolution des villes dans l'hémisphère nord, le fait que les populations augmentent plus vite que et les zones urbaines augmentent plus vite que les populations, donc chacun de nous prend plus d'espace, et donc ça s'appelle le fameux sprawl. Et les zones urbaines modifient le climat local et régional. L'expansion des zones urbaines puise fortement dans les ressources naturelles. Ça, les gens des forêts qui sont aujourd'hui présents vont le comprendre. Et les terres urbaines s'étendent à proximité des points, des hotspots de la biodiversité. C'est-à-dire, euh, nous, nous avons compris rapidement que là où fait bon vivre, non seulement les bestioles veulent vivre, mais nous aussi on veut vivre. Donc il y a un conflit quelque part. Et finalement, malheureusement, nous avons un gros problème là où nous avons une faible capacité économique et institutionnelle, c'est-à-dire dans le Global South, hein, le Sud global, comme on dit. Et je vous rappelle ici qu'un de mes compatriotes aux années 50 avait vraiment imaginé l'écomonopoly, c'est-à-dire une ville mondiale où la nature, ce ne serait que deux poches et que ce qui serait vraiment le continuum serait l'urbain, ça, l'espace urbain. Heureusement, on n'est pas encore là. Heureusement, il n'avait pas raison. Mais nous avons quand même vu la tendance que nous avons à toujours plus étendre l'espace urbain au détriment de l'espace naturel et de la biodiversité. On va parler plusieurs fois sur ça parce que ça fait partie essentielle de la consultation et de toutes les consultations sur lesquelles on a travaillé. Alors, euh, cette diapo, c'est pour asseoir, pour réatterrir la discussion aujourd'hui, non pas sur les villes, parce que je sais que votre collectif et les gens qui suivent ne sont pas nécessairement des urbanistes dans le sens classique, mais c'est des gens aussi qui travaillent sur les paysages, sur la nature et sur l'agriculture, et donc des espaces qu'on appelle les espaces naturels. La décarbonation et la résilience, certes, sont les deux seuls axes importants de la transition écologique. La transition écologique n'est que ça, en réalité, décarboner et rendre résilient. Mais c'est les grands territoires habités qui sont responsables de sur lesquels on va travailler. En réalité, il ne faut pas prendre les villes comme justement les centres-villes ou les espaces, disons, densément habités, mais pratiquement, et c'est là où je voudrais revenir, ce que j'appelle la ville-paysage, la Stadtlandschaft pour les Allemands. J'ai eu la chance dans mes jeunes années de travailler sur sans doute l'architecte allemand le plus important sur la question de la Stadtlandschaft, qui était Rudolf Schwarz, architecte connu pour ses églises dans la Rhénanie et qui a effectivement travaillé beaucoup, notamment sur votre région, en Grand Est, Metz, Mulhouse, etc., pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur la récréation d'une ville-paysage, d'une Stadtlandschaft, c'est-à-dire d'un système de vie où l'urbain et le rural sont très proches l'un à l'autre et qui travaillent en harmonie. Ça, c'est un schéma qu'il avait fait aux années 45-44, qui me paraît aujourd'hui très, très éloquent sur ce qui est actuellement en train de se passer en Europe, mais pas qu'en Europe, enfin, en général dans les sociétés occidentales, c'est sprawl, mais pour lui, c'était un sprawl qui pouvait et devait être organisé et pour créer une nouvelle habitabilité et justement éviter le cauchemar
enfin, de la perte de biodiversité, parce que là-dedans, évidemment, plus vous avez des espaces habités et traversés, moins vous avez de la nature en bon état. Alors, il y a une autre question qui devait être résolue, enfin, vue avec vous, mais aussi avec nos interlocuteurs qui a été vue à l'époque, c'était que les régions urbaines sont des intensificateurs sociaux. C'est là où on a des échanges socio-économiques étendus, mais ils doivent aussi protéger leurs habitants. Ils ont des systèmes de défense. Les villes, au passé, avaient des murs. Des murs, là c'est le Luxembourg, mais toutes les villes médiévales avaient, il y a Mérian, le fameux géographe des années de 1550, qui avait fait des gravures extraordinaires de toute l'Europe avec leurs fortifications. Alors, ces systèmes de défense coûtaient cher, chers amis. Regardez le Luxembourg, regardez la taille et l'étendue de ce système défensif fait par Vauban d'ailleurs. Regardez quelque chose, regardez la taille de la ville, la taille, et disons, l'étendue et l'importance des fortifications. Et on pourrait parier que le volume et la masse des pierres et le poids des pierres utilisées pour les fortifications étaient au moins égal à la masse des pierres utilisées pour la ville même. Ça me fait dire qu'en fait, c'est un coût quasi semblable. C'est comme si on demandait aujourd'hui à nos politiciens de diviser en deux les revenus annuels d'un pays ou d'une ville et donner la moitié à sa défense écologique. Imaginez ça. Impossible. On n'est même pas à 1% ou à 2%. Mais c'est ça exactement le projet de la transition écologique, c'est-à-dire d'expliquer de manière claire que la défense face à ce qui nous arrive doit être pris au sérieux et doit être pris au sérieux avec des mesures conséquentes qui pourraient coûter beaucoup, 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 beaucoup plus cher que ce qui est en train de se passer. Si on veut, disons, faire face à ces futurs incertains que nous connaissons tous. Voilà, ces futurs incertains, c'est ça qui peut arriver et qui arrive à tout moment. Et ce qui nous fait dire qu'en fait, nous sommes dans une situation où dessiner la transition écologique, la dessiner, la transformer en projet avec des étapes et du temps, est la seule mission plausible de l'architecture, de l'urbanisme et de l'aménagement. Alors, ce sont les convictions profondes de notre activité à la Fondation Breillat, qui, avec son Eco-Century Project lancé en 2016, a démarré disons, toute une série d'activités en recherche et puis en consultation, justement, en service de consultation, sur sur l'hypothèse que le 21e siècle, soit il sera écologique, soit il ne sera pas du tout, soit on ne va pas s'en sortir jusqu'au bout, avec trois axes de questions. Les utopies durables, c'est-à-dire comment les ressources sont-elles liées aux visions de bien-être et d'abondance. C'est une utopie, ça. Comment les projets modernes ont-ils traduit l'utopie en projet opérationnel spécifique au rapport lieu-temps et comment les visions utopiques se rapportent à l'horizon fermé d'aujourd'hui. C'est l'horizon fermé étant l'horizon que vous connaissez, que vous savez, vous avez vu dans les récits quand on dit Paris 2050 ou Luxembourg 2050. 2050, c'est un horizon à partir duquel on considère que si on ne fait pas ce qu'il faut, nous aurons un problème. C'est ce que j'appelle l'horizon fermé. Et, qui n'était pas le cas pour la modernité, la grande modernité, la première modernité, qui voyait toujours un horizon ouvert, puisqu'il n'y avait que de l'amélioration en vue. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes pour la première fois, vous le savez, avec les sondages sur le pessimisme, sur l'éco-anxiété, un sentiment global de fermeture, d'impossibilité. Et c'est exactement ça l'élément perturbateur dans notre idée de faire du projet. Et c'est ça qu'on doit résoudre. Puis, on a les urgences. Et comment on fait avec des ressources limitées? Comment des humains et des non-humains peuvent-ils coexister dans une biosphère partagée et vitale? Et finalement, l'existence optimum, c'est un jeu avec l'existence minimum justement de la modernité. Et
quelles sont les nouvelles normes, les standards des modes de vie et quels indicateurs pour le bien vivre. C'est un peu les éléments qu'avait pris en compte Kate Raworth quand elle a fait son fameux donut. Si vous voulez, le donut que vous connaissez, j'imagine tous maintenant, c'est une autre manière de parler d'existence optimum, d'existence optimale, ni maximale ni minimale. Alors, qu'est-ce qui est en jeu? En jeu, au fond, c'est le passage de 11 tonnes par personne par an à Genève, par exemple, où on est, à une tonne, parce qu'on ne sent pas, parce qu'il faut même une tonne, pas, c'est trop, en fait. Nous avons déjà trop de CO2 dans l'atmosphère. Enfin, il faut l'enlever. Et parce que même si on arrêtait aujourd'hui, vous le savez, j'imagine, la plupart de vous, si on savait, si on pouvait arrêter aujourd'hui, disparaître, l'humanité, la Terre va continuer à se réchauffer. Et il aura donc, on est passé à une phase de boucle rétroactive négative qui sont terrifiantes pour les scientifiques. Je pense que les scientifiques du GIEC avec lesquels je discutais, travaillais, ne disent pas toute la vérité. Et les politiques réduisent encore moins, encore plus la demi-vérité que nous disent les scientifiques. Alors, ça veut dire qu'il faut passer dans un temps qu'il faut décider, mais rapide, de ça, de 11 à une tonne, ou à zéro, à moins encore. Vous allez voir des mois plus tard. Comment on fait? C'est une question de décélération. Ça ressemble beaucoup à être sur l'autoroute derrière un camion qui va lentement. Imaginez, vous êtes dans une voiture avec vos enfants, vos copains, ce qu'on appelle your significant other, on dit en anglais, et votre famille, et vous voyez un camion qui va lentement, et donc vous allez beaucoup plus vite, et vous décidez, il faut décider de décélérer, parce que sinon vous allez tomber dessus. Alors, vous avez plusieurs options. Vous avez l'option de panique et de rapidité, de freiner très vite, trop vite, euh, au risque d'avoir derrière vous d'autres voitures, d'autres conducteurs qui tombent sur vous parce qu'ils n'ont pas la même appréciation du problème. Puis vous avez une autre option, qui est celle-ci, qui est celle de faire peur à vos enfants pour faire plaisir, d'aller très vite derrière le camion et puis de décélérer rapidement parce que vous allez tester le frein de la voiture et puis vous allez rigoler et puis voilà. Mais ça risque effectivement de créer un bouleversement dans le véhicule, dans l'habitacle, et puis peut-être les gens vont tomber les uns sur les autres, etc. Il y aura effectivement de la panique d'un autre type. Bien sûr, aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer, c'est que la masse, la grande masse de la société de business as usual ne fait qu'accélérer sur le camion. On est d'accord là-dessus. Okay? Enfin, c'est vraiment le drame que nous avons de nos sociétés, c'est qu'effectivement, le CO2 augmente, les méthanes augmentent, les températures augmentent. Effectivement, on est en train d'accélérer vers un camion qui, le pauvre, va juste lentement. Il n'est pas arrêté. C'est-à-dire, c'est ça que je veux dire derrière. Une société qui va lentement n'est pas une société en arrêt et n'est pas une société négative. On va faire des enfants, on va cultiver les champs, on va faire des projets d'art, des sciences, etc. Donc, ce n'est pas la catastrophe qu'annoncent ceux qui imaginent que la décélération ou la décroissance est un drame, parce qu'il y aura effectivement toujours une vitesse. Mais pour l'instant, nous devons voir comment nous tous, la communauté de pensée critique que nous sommes, vous et nous et d'autres, peuvent faire cette histoire. Donc, il s'agit d'une décélération d'abord graduelle, lente, pour vérifier ce qui nous arrive, après, de manière beaucoup plus active et conséquente, une décélération jusqu'à un point de certaine sécurité, comme vous le feriez effectivement derrière un camion qui va lentement. Et tous ces petites étoiles-là que vous voyez ne sont que tous les projets des uns des autres qui participent à cette action. Parce que chacun de ces projets a sa métrique. Et là, ça, son CO2, son énergie, ses déchets, etc. Si donc chacun de ces projets se mettait à réduire un tout petit peu son impact, on pourrait imaginer que nous aurions des actions pilotes qui vont dans ce sens-là. Ça, c'est l'argument que nous avons utilisé quand nous sommes trouvés devant
le ministre de l'Énergie et de la transition et de l'aménagement du territoire, euh, Claude Turmes, en 2021, pour mettre en place la consultation. Et c'est un message qui est passé très bien. On a fait tout le reste basé sur ce graphe de décélération organisé, sur ce projet de décélération. Alors, et juste pour vous dire que, entre-temps, nous avons, alors, et je me permets pourtant d'aller en arrière, avec ces pensées, nous, à la Fondation, nous faisons des projets pilotes de prospective stratégique depuis plusieurs années. D'abord avec un premier niveau, le Board Hackathon, qui sont des brainstorming rapides de 72 heures où nous amenons ensemble des équipes qui travaillent très rapidement à la demande d'un acteur. Puis, un deuxième niveau, le Transition Workshop, qui aujourd'hui se développe en une formation accélérée hors le mur et de 160 heures avec à la fois de la théorie et de la pratique sur la densification des quartiers, l'agriculture urbaine, les oasis urbaines, etc. Et enfin, le niveau 3, les plus importants qu'on va discuter aujourd'hui, qui sont les consultations internationales avec des acteurs disons, d'une taille, d'une échelle importante comme des gouvernements, ce qui était le cas du Grand Paris auquel disons, je servis entre 2008 et 2010, 12, le Grand Genève entre 2015 et 2016 et 2020, et Luxembourg en transition entre 2020 et 2022. Alors, qu'est-ce que c'est une consultation? Une consultation, d'abord, n'est pas de la concurrence, c'est une mise en commun. Ça ressemble un peu à un MEP, mais la différence, c'est que le MEP, à la fin, va toujours sortir avec un projet gagnant, alors que la consultation est là pour donner aux acteurs plus d'éléments pour leurs décisions. C'est interdisciplinaire, hein, c'est pas sectoriel. On mélange, on croise les disciplines du projet, les disciplines d'ingénieurs et les sciences humaines, voir les arts. Et c'est une recherche prospective par le projet, on va en reparler. Et la foresight, la prospective stratégique aujourd'hui est très à la mode, mais on va en parler. Par le projet, par le dessin, par le projet d'un temps. Il faut une masse critique de participants avec un éventail large de profils. Donc, il faut 3 personnes autour de la table ne peuvent pas faire une consultation. Je le dis parce qu'il y a beaucoup maintenant qui essayent de réduire ça à un pot de chagrin. Il faut un engagement total de la politique de l'administration et de la société civile, c'est-à-dire en français on dit il faut que ce soit porté politiquement. Vous ne pouvez pas faire disons, une telle opération sans un soutien important. Il faut un engagement financier solide parce que ça coûte cher de faire venir toutes ces équipes travailler. Et puis, last but not least, comme on dit, une garantie totale d'autonomie de fonctionnement. C'est-à-dire, il peut sortir de ces consultations des résultats qui peuvent ne pas faire plaisir aux politiques. Ça, il faut vraiment le cadrer et le protéger, sinon on n'est que de porte-parole ou des boîtes d'enregistrement du politique qui veut juste passer son agenda. Voilà. Puis, une consultation, c'est je dirais, un métier à tisser, c'est-à-dire on doit tisser des actions dans une structure élaborée. Et la consultation dans ce métier à tisser, c'est juste le bois. Vous voyez là, les fils sont les programmes qu'on propose avec les questions. Il y a aussi les contre-fils dans notre sens qu'on passe, et ça, c'est les actions actuelles des équipes, et ça crée un pattern, un motif. Et à la fin, vous avez un tapis, un grand tapis, un grand fresque, où vous pouvez une grande, oui, comme une fresque, comme un tapis, une tapisserie qui raconte une histoire. Et donc, ça permet d'avoir, disons, une réponse à la vision, aux ambitions du client, qui est d'habitude de ces clients institutionnels, enfin, avoir une réponse aux urgences socio-environnementales et
il y a là-dedans des matériaux, des personnes. Là-dedans, dans les fils que vous voyez tissés, il y a des personnes, et de l'espace, et des histoires. Et il y a des limites, hein. Un tapis ne se tend pas à l'éternité, à l'infini. Et puis il y a des conditions. Tout ça, c'est matériel, c'est réel. On peut le prendre à la fin et le regarder, et le plier, et le retoucher, et le casser, et le modifier, parce que ça, c'est un objet à part entière. Alors, c'est un tissu, donc des relations et des projets avec des fils très fins. Il est prêt à l'emploi pour le client et il est à découper en fonction des objectifs territoriaux et de le modifier. Donc, pensez donc cette consultation, tout ce que je vais vous montrer, comme si on était, nous, la Fondation, et le cadre en bois qui permettait au reste de se créer. C'était le premier, enfin, juste pour vous montrer un peu des éléments du passé, ça s'est passé la première fois pour le Grand Paris, où nous avons eu 10 équipes internationales. Il y avait Rogers, il y avait Jean Nouvel, il y avait Paul Sampard, il y avait Jamal Clouche, il y avait non, Finn Gaipel, ça c'est Finn Gaipel, ça c'est des nouvelles. Et puis il y avait aussi Antoine Grumbach, parmi d'autres, qui ont permis pour la première fois d'imaginer un territoire à grande échelle dessiné avec des objets et des objectifs spatiaux et qui osaient mettre en commun les ressources naturelles disons, du Grand Paris avec les ressources urbaines, voire techniques et humaines. Puis nous avons eu, grâce à cette première expérience, une deuxième sur le territoire du Grand Genève, et intitulée Habiter la ville paysage au XXIe siècle, avec une très grande pan de partenaires, mais à commencer par la Confédération, les cantons et puis d'autres partenaires publics et privés. Et ça a donné de la même manière tout un pan de solutions sur le rapport entre espace extension, espace de travail, espace vert, et le rapport au bâti, entre bâti et non bâti, ça c'est Paola Vigano par exemple, et, Stefano Boeri qui a pris le CERN, le grand cercle de l'accélérateur du CERN, et il a construit une ville sur l'accélérateur pour récupérer l'énergie fatale non utilisée de l'accélération de particules. Et la transformation justement de l'aéroport de Genève en une pépinière, donc un projet très radical qui a carrément fait disparaître l'aéroport de Genève, puis de projets plutôt éparpillés, fragmentés sur le territoire. Alors ça, c'était une réflexion qui a permis à nos équipes internationales d'interdisciplinaires d'entrer en matière à l'époque, en 2017, et parmi lesquelles se trouvait l'équipe du Luxembourg, là, celle-ci, ici, à gauche, qui a fait une présentation justement de son projet au Luxembourg à l'époque, en 2019, 18-19, et avec comme résultat le gouvernement luxembourgeois venir nous voir à Genève pour nous demander de répéter si possible, cette expérience dans le cas du Luxembourg. Voilà comment ça a commencé. C'était de manière très humaine, très simple, mais ça ne peut pas se passer mieux. Ça, c'était la meilleure manière d'entrer en matière dans ce grand territoire luxembourgeois grâce à l'expérience du passé. Alors, voilà, on y est, 2021, c'est-à-dire 2020, pardon, 2020, printemps 2020, confinement. Nous, à Genève, les gens, l'équipe là-bas à Luxembourg, et nous sortons déjà disons, l'annonce, l'appel à projet et sur le territoire du Luxembourg. Alors, nous voilà après plus tard une photo dans les territoires qu'on peut marcher. Grosso modo, c'est une opération sur mesure avec un nouvel ADN de méthode. Je vais vous dire pourquoi. Pardon, une consultation basée sur la dynamique locale,
une émulation entre les équipes et un processus de sélection très exigeant, on en parlera, une analyse prospective stratégique transscalaire, c'est-à-dire on passe de la grande échelle à la petite échelle, et notamment sur les phénomènes locaux, des actions pilotes démonstratives et expérimentales prévues à la fin, un ministère d'énergie et d'aménagement du territoire très déterminé, très visionnaire, avec un ministre leader, je dirais, son département de l'aménagement très compétent, capable de nous soutenir techniquement dans cette consultation, et une magnifique aventure humaine en ligne, parce qu'on était pendant le confinement, et sur place, parce qu'à un moment donné, ça s'est libéré. Donc, grosso modo, nous avons eu 40 équipes qui ont répondu, et à partir desquelles nous avons choisi 10 grâce à un comité scientifique aussi très, très exigeant. Alors, je rappelle, et c'était initié par le ministre Claude Turmes dans le cadre de la révision du programme en aménagement du territoire et son processus de participation du public entre 2017 et 2018, juste avant. 5 points de départ. Urgence absolue à agir contre le changement climatique. Les villes et les territoires sont des facteurs clés du projet de transition écologique. Les régions transfrontalières européennes sont à la fois vulnérables et stratégiques face à l'urgence écologique. Et l'aménagement du territoire, pardon, là il y a une répétition, peuvent ouvrir la voie à des modes de vie plus résilients et sans carbone et un nouveau système d'acteurs, de professionnels qui est là, prêt à mettre tout ça en place. Alors, la région sur laquelle nous avons travaillé n'était pas le Luxembourg, c'était la région fonctionnelle du Luxembourg, qui est la région statistique, c'est un territoire statistique qui n'a pas de frontières, vraiment. Toutes ces frontières-là, c'est des frontières de communes, mais en réalité, l'aire fonctionnelle, c'est l'aire qui, chaque jour, va travailler au Luxembourg et donc qui fait vivre le Luxembourg en réalité. C'est très important dans la discussion par la suite. Ce n'est pas la grande région, pour ceux qui connaissent bien ce territoire, qui est beaucoup plus large. C'est plutôt quelque chose qui correspond à ça. Je vous mets les deux cartes en comparaison. Mais ça veut dire aussi que ces limites n'existent pas, en fait, malgré le fait que vous allez le voir plusieurs fois par la suite, parce que effectivement, les équipes que nous avons choisies avaient toujours les réflexes de travailler sur un territoire précis, alors que vous comprenez que, en fait, on parle d'une nébuleuse plutôt que d'un territoire précis. C'est très important de rester sur ce détail parce que souvent, et le plus souvent, dorénavant, nos problématiques environnementales fonctionnent avec des territoires diffus, sans limite précise, parce que le vivant n'a pas les mêmes limites que les humains, n'a pas des frontières. Alors, les objectifs du programme, et tout ça, c'est des thèmes que nous avons décidé avec le ministre, c'est d'abord de définir une vision territoriale qui contribue à la décarbonation et à la résilience, une vision territoriale. Développer une nouvelle stratégie d'aménagement du territoire et des séquences spatio-temporelles concrètes pour favoriser la transition écologique. Pourquoi séquences? Parce que justement, on ne peut pas aller de 11, comme on a dit, tonnes à une tonne comme ça, à zéro. Il faut trouver cette fameuse courbe. Préserver la biodiversité, améliorer la qualité des écosystèmes et préserver le capital naturel. Intégrer les aspects des transports, du logement, de l'énergie et de la numérisation. Élaborer le modèle pour une région résiliente, concevoir les outils de développement économique stable, équitable et solidaire, promouvoir la cohésion sociale et territoriale et inventer de nouvelles métriques de transition. Je reviens à cette fameuse, je dirais, proto-équation qui a beaucoup influencé les équipes à inventer leur propre descente, leur propre graphe, leur propre courbe de décélération dans leur propre projet. Donc voilà, on a eu 40 dossiers, nous avons sélectionné 10. La première étape, on leur a demandé de nous proposer un cadre méthodologique et des métriques inventées par eux ou elles, donc les équipes. Sur ce 10 équipes, nous avons sélectionné 6
on leur a demandé d'aller plus proche concrètement en tout cas sur l'échelle urbaine et territoriale transfrontalière. Et des 6 équipes, nous avons sélectionné à la fin 4 équipes qui ont allé jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à proposer une spatialisation spécifique. Ça a pris à peu près 1 an et demi, 2 ans pour faire tout ça, avec évidemment un comité scientifique, un comité consultatif, un comité interministériel, un comité citoyen et bien sûr sous l'autorité de l'autorité contractante qui était le ministère qui aussi avait la décision finale. Voilà, donc on parle d'un vrai métier à tisser avec beaucoup de leviers, beaucoup de une construction. Je dirais, vous voyez là les manières par lesquelles les décisions sont prises et finalement le ministère qui décide. Et nous étions là pour suivre et pour faciliter et surtout pour inventer la méthode y compris les fiches d'évaluation, parce qu'à chaque fois qu'on passe, par exemple, de là à là ou de là à là, il y a des fiches d'évaluation du comité scientifique qui arrivent et qui ont plusieurs, qui portent sur plusieurs critères. Voilà, donc les 4 équipes que je vais vous présenter, c'est Soil and People, d'abord une équipe luxembourgeoise et belge, avec 2001, 51, 1-4 Bruxelles et Lola en Hollande aussi, et qui ont effectivement commencé par le scénario 1.5 Life de l'Union européenne, qui permettait d'imaginer tout un pan disons, de thématiques comme le carbone, le résidentiel, le pouvoir, l'énergie, l'industrie, le transport, et qui avait des manières, il prévoyait des manières de réduction, disons, de cette empreinte environnementale, et même de gains par la suite, jusqu'à 2070, 2070. Alors, cette équipe a vraiment pris la question de la métrique par les cornes, si j'ose dire. Ils ont effectivement construit le reste de leur proposition spatiale en comptant à chaque fois où ils étaient par rapport disons, à l'évaluation quantitative de leur proposition. Donc, ils ont pris 3 échelles, la grande échelle, la macro, la méso et la micro. Ils ont même, là, vous allez voir, on n'a même plus la grande région, enfin, pardon, l'aire fonctionnelle que je vous ai montré tout à l'heure. Ils ont inventé un autre périmètre qui était le périmètre, la bio-région fonctionnelle, c'est-à-dire les bassins versants, l'espace physique dans lequel le Luxembourg euh, vit, c'est-à-dire ils ont pratiquement pris le bassin versant du système local, territorial, et à partir duquel ils ont vraiment analysé euh, les zones urbaines, l'agroforesterie, le sous-sol, les deux sous-sols, les formes de sous-sol qui permettent d'avoir telle ou telle nature, telle ou telle présence de forêt de la nature. Sur la base duquel ils ont après choisi 4 cas, 4 situations urbaines sur lesquelles ils devaient travailler. Ils voulaient travailler qui étaient toujours limitrophes entre plusieurs situations urbaines ou agricoles. Et finalement, ils sont arrivés avec des micro-projets spécifiques sur comment adapter la vie localement basée sur cette continuité d'échelle. Ce qu'ils ont proposé parmi d'autres, en fait, c'était, par exemple, à Bettendorf, le déplacement de droits à construire vers les centres-villes, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'au Luxembourg, mais comme peut-être en France aussi ou ailleurs, la propriété est sacrée, comme on dit, et du coup, on peut construire selon ce droit n'importe où dans le territoire, donc ça veut dire une dispersion urbaine, mais ils ont proposé un système de transfert de droits à l'intérieur de la ville, du village, qui permettrait justement de maintenir naturel l'espace agricole et externe et densifié au centre-ville.
Voilà, ça c'est une des images qu'ils ont produites. Et évidemment, vous avez, je vais vous le répéter, mais tout est en ligne. Vous pouvez télécharger l'ensemble de leur production. Ce sont des milliers de pages, je dirais, pour toutes les équipes, et pour vous faire une idée vous-même. Une deuxième équipe est celle de AREP. Donc AREP, la fameuse agence parisienne liée à la construction des gares en France et ailleurs, avec d'autres équipes en Belgique et en France. D'abord, ils ont vraiment imaginé de manière très rigoureuse, calculer les conséquences des émissions de gaz à effet de serre et inventer une stratégie sectorielle pour la décarbonation jusqu'à 2050. Chaque partie, vous voyez, télétravail, covoiturage, diminution de vitesse, diminution de vos loisirs, et vraiment jusqu'à pratiquement 1,5. Hein, on leur avait donné quand même une limite un peu faisable, connaissant les limites de l'exercice. Après, cette partie métrique, qui était la première phase, grâce à laquelle ils ont gagné, ils ont pu passer à la deuxième phase, ils sont partis au territoire. Là, vous voyez la carte que vous ne reconnaissez pas. Là, à l'intérieur, vous voyez cette espèce de chaussure Nike posée debout, qui est pour moi, je vois comme ça la carte du Luxembourg. Sur les mobilités, un urbanisme agricole, c'est un rapport avec l'agriculture, l'agro-urbanisme en fait, un travail sur les forêts et une manière assez poussée, je dirais radicale, de parler de ZAN, en parlant non de zéro artificialisation nette, mais de zéro artificialisation brute. C'est-à-dire, grosso modo, on arrête d'artificialiser les sols. Et ils sont passés plus loin à des détails assez détaillés, enfin, que je ne vous montre pas tout, mais c'est jusqu'au tricotage entre les espaces agricoles, naturels et urbains pour trouver les bonnes alliances et les bons passages permettant aussi aux activités humaines à continuer. Ça, c'était donc à REP. L'Université du Luxembourg, qui avait sans doute une relativement meilleure connaissance parce que c'était des gens aussi établis au Luxembourg, avec une série d'objectifs que vous allez sans doute trouver justes aujourd'hui. Diversifier les villes sans sceller davantage les terres, transformer les villes en zones sans voiture, et trouver d'autres formes de logement abordables, et réduire la surface totale de logement à 35 mètres carrés par habitant en proposant des espaces partagés généreux. Et là, c'est un petit sujet parce que vous savez que le Luxembourg, grâce à son niveau de vie, à sa richesse, et on est à beaucoup plus, c'est-à-dire on a un vrai problème, comme à Genève ou en Suisse, et des standards de vie par personne qui sont vraiment problématiques du point de vue écologique, et c'est très difficile de les faire entendre. Et arrêter la démolition des bâtiments existants, rénover énergétiquement avec les photovoltaïques, zones inutiles, faut reprendre les rez-de-chaussée, protéger les terrains non bâtis et leur donner un statut utile, décontaminer les sols, créer des ceintures paysagères et créer des couloirs de rafraîchissement pour les périodes chaudes. Alors tout ça aujourd'hui, ça vous paraît évident, mais à l'époque, c'était encore en test. Il fallait vraiment imaginer comment me dessiner ça. Alors, c'est là où, par exemple, ils prennent des monocultures, des situations monoculturelles du Luxembourg et commencent à les travailler, à proposer des paysages alternatifs, qui aujourd'hui encore, enfin, vous comprenez que tout ça est en évolution rapide vers une farmland agroécologique, comme on peut dire. Et vous- je m'empresse de vous montrer, de vous rappeler qu'à chaque fois, il y a cette fameuse histoire de date 2021, 2030, 2040, etc. Donc, nous travaillons beaucoup avec ce qu'on appelle les séquences spatio-temporelles pour voir si le passage d'une étape à l'autre en slow motion un peu était compris, acceptable, faisable techniquement, etc. Tout ça, bien sûr, avec la participation de tous ces comités que je vous ai énumérés juste avant. Et finalement, à la phase
à la troisième phase, ils arrivent avec des questions de manière beaucoup plus précise, soit de surélévation dans la ville, enfin, la ville déjà constituée, ou la reprise d'espaces d'anciennes zones commerciales et industrielles pour les transformer, donc qui sont déjà scellés, sont déjà artificialisés, pour les transformer en ville, en quartier de ville nouvelle, pour récupérer, pour absorber l'augmentation de population prévue par les statistiques. Et finalement, nous avons le projet Ecotopia d'MVRDV, donc de fameuses équipes hollandaises, avec plein d'autres équipes qui les ont rejoints, sur le passage de système linéaire à système circulaire, la régénération, les 5 sujets principaux, la nourriture, l'énergie, l'eau, la mobilité et les déchets qui doivent être mis en rapport pour que la nouvelle vie puisse être redessinée, et une spatialisation de Luxembourg, une espèce de zonage vague qui en réalité n'est jamais propre, parce qu'il y a beaucoup d'équilibre, beaucoup de passages entre les domaines urbains, ruraux et naturels. Et ça va plus loin, ça va dans les détails, plus de détails sur la construction de ces limites avec le paysage alentour. Et évidemment, je vous montre, c'est une horrible abstraction que je vous fais en vous montrant ces images, mais en réalité, vous avez des tonnes de calculs et de considérations dans les rapports que vous pouvez aller voir. Et ils arrivent finalement à des constructions propres qui leur sont chères, comme celle de l'agriculture au centre de Luxembourg, des villes spatiales où le verre rentre dedans et il est complètement intégré dans leur vie quotidienne, comme par exemple la production aussi de nourriture au sein des immeubles. Et évidemment, avec tous ces fameux termes qu'aujourd'hui nous trouvons évidents comme des circuits courts de production-consommation, une production alimentaire omniprésente, des fonctions d'économie circulaire à grande échelle, des mobilités alternatives et des constructions biosourcées. Aujourd'hui, tout ça, ça vous paraît une évidence. Alors, j'arrive un peu à la fin de cette présentation. Je dois vous dire que parmi les 10 équipes que nous avons pris et les 6 et 4 finalistes, il s'est créé un vrai système de pensée collectif. Et les jeunes qui participaient dans les équipes sont souvent partis faire des thèses sur la transition écologique ou sur l'écologie. Ils font leur propre carrière, ils ont développé leurs propres agences. En fait, la consultation et la manière de travailler pour le Luxembourg pratiquement était une pépinière de nouvelles compétences, de nouvelles personnalités. Et beaucoup de femmes, et je dois dire, parce que c'est pour une raison, je dirais, assez évidente, les femmes ressentent mieux les problèmes du temps et réagissent de manière plus empathique. Et, et finalement, nous sommes mis tous ensemble pour dire que finalement, les missions sur lesquelles on se met d'accord pour nos écoles, pour nos professions, c'est d'abord de réparer des guerres à la planète. Et là, je vous mets à droite une espèce de reprise libre de Vitruve, où l'architecture montre à la jeune humanité non plus la cabane, si vous vous rappelez l'image d'avant, mais la terre qui a besoin de réparation et d'une guérison. La protéger, la terre des excès de l'humanité. Et si l'architecture auparavant était faite existait pour protéger l'homme de la nature, nous avons conclu tous ensemble que finalement la nouvelle architecture serait celle qui va protéger la nature de l'homme. Imaginez ensuite un environnement humain post-croissance, avec toutes ces fameuses décélérations, et la vie qui peut avoir lieu là-dedans. Et puis finalement, last but not least, négocier cette coexistence très difficile entre les vivants et les êtres vivants dans la biosphère, parce que vous savez que l'humain est une espèce terrible qui est très peu tolérante
aux autres espèces. Et cette particularité, il faudra sans doute la revoir ou la reconstruire dans cette nouvelle phase à laquelle nous espérons arriver bientôt. Voilà, merci pour votre attention. Voilà le site sur lequel vous pouvez trouver plus d'informations sur la, 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 la consultation du Luxembourg en transition. Merci de votre attention et je suis prête à des questions. Alors, peut-être pour lancer, vous remercier d'abord Panos. Et une première remarque, c'est que, comme vous venez de le souligner, certains concepts qui sont développés lors de ces consultations nous paraissent maintenant entrer dans notre quotidien. Et ça peut peut-être nous rassurer sur le fait que tous les jours, on peine un peu, on a l'impression que les choses ne vont pas assez vite. Mais quand on voit les pas de géants qui ont été faits entre 2020 et aujourd'hui, c'est un encouragement pour tous pour voir que les choses néanmoins avancent, même si c'est pas toujours à la vitesse, même s'il faut pas doubler peut-être trop vite, comme vous l'avez souligné. Une question après, c'est comment s'est constitué le panel des citoyens? Parce que je pense que c'est une question qui intéresse beaucoup de nos participants à ce webinaire. Oui, alors, le panel des citoyens a été constitué grâce à un questionnaire organisé par une équipe parallèle à la nôtre avec laquelle on travaillait main dans la main. D'abord, un lancement d'un questionnaire qui a été discuté, bien sûr, avec le ministère sur l'intérêt de constituer je dirais un panel statistiquement ample. Il y avait une trentaine de personnes, des citoyennes, des citoyens qui avaient donc le privilège de nous suivre, et de nous poser des questions et de participer à cette élaboration à des étapes un peu préétablies selon le protocole d'échange. Et ils sont restés, donc le Birger Comité est resté jusqu'au bout. Il a fait aussi son propre petit manifeste que je ne vous ai pas montré ici. D'ailleurs, les équipes aussi ont fait un autre manifeste qui ressemble, qui collectionne en réalité tout ce que je vous ai montré, tous les principes qu'on a discutés là, euh, à l'adresse du gouvernement du Luxembourg. Voilà, je ne sais pas si je vous réponds à vos questions. Oui, mais globalement, après, comment vous avez pu activer sur la durée ce panel pour qu'il reste fonctionnel et c'est une sacrée gageure. Alors, il n'est pas resté fonctionnel, en tout cas à ma connaissance. Malheureusement, parce que les élections d'il y a 2 ans ont fait que les Verts ont perdu les élections et le ministre est sorti, il a perdu son poste et tout a été mis en... On est dans un limbo, comme on dit en anglais. C'est-à-dire dans un espace, un non-espace pour l'instant. Et non, il ne travaille plus, il n'existe plus. Tout ça n'existe plus. C'est Et terrifiant, hein. c'est terrifiant, mais on n'est pas très. Moi, je ne suis pas très inquiet. C'est des choses c'est des phénomènes qui, plus tard, refont surface. Pour moi, le Grand Paris. Le Grand Paris était un peu plus organisé parce qu'il y avait. Mais le Grand Paris a mis beaucoup de temps à ressortir son visage écologique beaucoup plus tard. Au départ, on croyait que rien n'allait se passer. Donc, effectivement, c'est triste parce qu'on était prêts tous et toutes et les équipes à mettre en place des projets pilotes comme celui que je vous ai montré des surfaces industrielles ou à Feutz, par exemple, au sud côté des Esch. Euh, Création de nouvelles villes sur la base, sur La disons, ville elle-même. la surface d'un ancien centre commercial. Mais tout ça, bien sûr, il faut dire aussi qu'il y a deux choses à la fois. Il y a les élections qui sont arrivées et qui ont perturbé cette continuité, mais aussi la guerre ou les guerres, la guerre en Ukraine, et qui font que tout le monde maintenant pense à comment dépenser pour acheter des drones. C'est-à-dire les dépenses qui étaient prévues au départ pour lancer cette phase de décarbonation ont été réorientées, comme dans plusieurs pays européens, vers disons, l'économie de défense et tout ce qui va avec, si vous voulez. Nous sommes donc aujourd'hui sous disons,
l'ombre, une ombre assez lourde d'une compréhension complètement fausse de la réalité. Enfin, on a l'impression que le problème, c'est les autres, les Russes, je sais pas quoi, et tous les autres, alors que nous sommes notre propre problème, en fait. Et ça, c'est très difficile. Et c'est très facile pour les politiciens de faire ça. C'est beaucoup plus facile de dire que l'ennemi est ailleurs, alors que l'ennemi est nous, enfin nous, parmi nous, nous tous, dans le quotidien. Et c'était l'approche de Hollywood qui trouvait les Indiens, les Russes, les extraterrestres comme, comme ennemis du peuple américain. Alors aujourd'hui, on voit que l'ennemi du peuple américain, c'est le peuple américain. Voilà, désolé, je développe, c'est très compliqué, c'est trop difficile de rester, de ne pas faire ce type de réflexion quand on parle de consultation de ce type, Ouais. Alors, on a une autre question. bien sûr. Oui, bonjour, merci. Merci. Bonjour. Ouais. J'ai loupé un peu le début, donc vous y avez peut-être Ah, répondu, mais je vois que dans les équipes pluridisciplinaires, il y a sans doute eu la présence d'énergéticiens, d'écologues, de personnes capables de chiffrer en quantité un peu les ressources dont il est question. Pour ces personnes, c'était sans doute nouveau de passer par des approches architecturales, urbanistes et paysagistes et de figurer par l'image leurs propos. tout à fait. Donc dans la pépinière un peu que vous évoquez, comment eux ensuite dans leur métier, ils continuent à pratiquer un peu ça. Est-ce que vous avez un peu des nouvelles aussi de ces personnes et de voir comment ça a fait évoluer leur mode de pensée de ces questions-là? Merci pour votre question, elle est très juste et malheureusement, je ne peux pas vous la répondre comme j'aurais voulu. Malheureusement, on ne garde pas les mêmes contacts avec les équipes, disons, spécialistes autour des équipes d'architectes urbanistes qui étaient au milieu, qui étaient pilotes, qui pilotaient chaque projet. C'est vraiment dommage, mais nous avons quelques indications. Nous savons que des gens qui ont travaillé, par exemple, pour le Luxembourg, dans l'équipe, après, ils ont trouvé des postes au sein du ministère de l'Environnement au Luxembourg pour être leader de projet. Nous savons aussi pour AREP, que je connais mieux parce que j'ai beaucoup de contacts, que les gens d'AREP, ils ont développé une filière, un filon de prospective stratégique relative à la transition très poussée. On était ensemble l'autre jour avec Françoise. Et donc, nous avons en effet compris que c'est que nous avons démarré, pour chacun prend sa propre dimension. En général, pour vous le dire, ça c'est un commentaire un tout petit peu culturel, mais prenez les gens qui sont les techniciens ne sont, aiment répondre à des questions ou à des problèmes qui leur sont posés par des clients. Donc, c'est à la tête du client. Là, il s'avérait que les clients étaient très avancés, mais il est rare disons, une équipe d'ingénieurs environnement, ingénieurs énergie, par exemple, prendra par sa propre initiative, fera une action prospective sans client, parce qu'ils ne sont pas payés, ou aller créer leur propre, disons, marché. Les ingénieurs en France et en Navarre adorent répondre à des questions des clients, alors que ce qu'on leur demandait, c'était d'aller de l'avant, être leader et de ne pas attendre une question. Il faut la créer, la question. Toute l'histoire de la consultation, c'est comment créer, comment écrire la question, pas comment la répondre. Parce qu'en fait, en réalité, à chaque fois que vous faites ce type de procédure, la réponse à la question, c'est une meilleure question. C'est qu'un ingénieur de base déteste parce qu'un ingénieur aime donner une solution. Notez la différence entre une solution et une réponse. Une solution est une chose fermée. Tu l'utilises. C'est fermé. D'ailleurs, on te la paye. Alors qu'une réponse est une offrande parce que c'est une nouvelle question. Désolé, encore. Non, non, Mais non, c'est la réalité. c'est compliqué, c'est complexe, et c'est effectivement, mais c'est tout ça, on les rassemble à Genève en mai prochain pour faire un grand récapitulatif des grandes consultations à Genève et Luxembourg
Et si vous voulez, je peux vous en parler, si vous vouliez nous rejoindre, parce que c'est des moments assez intéressants où et on voit comment tout le monde a évolué depuis. Il y a d'autres questions. Tout était clair. Non, on veut bien être associé à cette confrontation. Moi, je suis extrêmement admirative et extrêmement rassurée de penser que ce type de démarche existe et que, en fait, nous, à notre toute petite échelle, on est un peu dans cette dynamique de se dire, quelle que soit l'actualité politique et les retards pris, le moment venu, on aura besoin de nous et donc il faut qu'on soit prêt et qu'on ait déjà des propositions. Alors évidemment, dans une période d'adversité, c'est plus compliqué, mais la situation reste la même. Alors évidemment, pour le type de choses que vous lancez, une consultation, il faut que ça soit là encore programmé. Donc, ces temps-ci, vous pouvez confronter les programmations, enfin confronter les consultations, mais peut-être pas en engager de nouvelles. C'est ça qui est très dommage, parce qu'on attendrait évidemment d'un programme de ce genre qui ressemble un tout petit peu à ce qu'a fait ici le secrétariat pour la planification écologique. On a eu aussi quand même à un certain moment une espèce de vision d'ensemble qui n'était pas de même démarche, mais enfin qui était quand même une vision d'ensemble avec une vision analytique de toutes les dimensions. Donc, ces temps-ci, il n'y a pas de commande de ce genre. Donc, effectivement, c'est plus compliqué pour quelqu'un qui travaille à votre échelle. Mais la question que je voulais poser, c'est en fait, qui êtes-vous, cette fondation d'architecture en Suisse, pour être la personne qui va mettre en musique ces commandes et ces situations extrêmement innovantes, puisqu'on voit des équipes très, très mixtes, avec des compositions de compétences très, très ouvertes et très constructives aussi. Et donc, en fait, vous existez depuis quand et depuis quand est-ce que vous êtes à cette échelle de missionnement, puisque vous êtes le relais donc d'une initiative politique que sans doute vous reconstruisez et que vous améliorez, mais en fait le fait de pouvoir superviser et avoir une vision intégrée, ça c'est une dynamique de projet, enfin je dis tu et vous, mais bon, vous collectif. Euh, Vous avez inventé quelque chose qui est de répondre à des demandes ministérielles dont on aimerait qu'elles soient activées. Et ça, c'est quelque chose qui nous excite intellectuellement, évidemment. Voilà, donc la réponse, c'est qui êtes-vous? La Alors, question, je me suis rendu compte qu'il y a une diapo qui a sauté dans mon PowerPoint, en fait, dans mon diaporama, qui présentait la fondation. Je suis désolé parce que c'était prévu de vous en parler au tout début. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Et alors, la Fondation Braillard, c'est une fondation à but non lucratif qui a été créée à Genève en 1987, d'abord pour abriter les plans et les dessins, les archives des architectes Braillard, qui est une dynastie d'architectes à Genève depuis 100 ans et qui ont construit largement de bâtiments modernes, non pas nécessairement modernistes, pour ceux qui voient la différence, mais qui ont été appréciés pour leur qualité et restent aujourd'hui encore l'emblème d'une époque, d'une idée, d'une société. Alors, je suis arrivé à la Fondation en 2015, justement en sortant du Grand Paris, et c'était ma proposition à la Fondation de passer du passé vers le futur, de passer donc du patrimoine vers la prospective, parce qu'on voyait que c'est là où les choses vont devenir importantes et dures et intéressantes. Et la famille Braillard a accepté ce défi. Et donc, depuis, nous avons développé avec l'Eco-Century Project, disons, une espèce comment ça s'appelle, un système opérationnel comme celui qu'on a dans nos ordinateurs, hein, comme une puce, comme on dit, Intel Inside. C'est une manière de travailler ces grandes questions évidemment lié à notre passé en France et à l'étranger, ailleurs, sur les grands territoires, sur les rapports entre les échelles, entre architecture, paysage, urbanisme et aménagement, donc cette série. Mais aussi avec, je dirais, une approche critique, y compris de nos propres méthodes. Et j'ai eu la chance de participer avec le ministère de la Culture français à la préparation de la COP, de la fameuse COP 2015 à Paris, parce que j'étais encore dans le ministère parisien de la Culture. Et je vis aussi les hauts et les bas, les difficultés et les écueils de ce que c'est de travailler dans ces contextes de protection de l'environnement. Et c'est peut-être tous ces éléments qui font, disons, un ADN particulier aujourd'hui de la Fondation qui lui permet non seulement d'avoir, disons,
une racine dans le passé grâce aux archives, mais aussi une propulsion vers le futur et de fonctionner un peu comme éclaireur, comme les dauphins éclaireurs, si vous voulez, qui sont des vents qui sont un peu seuls, qui vont un peu en avant par rapport aux autres et qui cherchent justement avec ce type de consultation ce qu'on appelle les signaux faibles des grands changements. Et les transformer et les rendre ces signaux forts un peu plus, les amplifier, les rendre visibles. Ce qu'on a fait avec la consultation, c'est d'amplifier les signaux faibles de l'époque et de leur donner visage. Et ce visage a été à la fois compris par les politiques, voire trop, parce qu'à un moment donné, les Verts n'ont pas été revotés. Mais ça, ce sont c'est très. Moi, je suis personnellement pas du tout pessimiste sur l'évolution des choses parce que je pense que globalement, la situation ne va que s'empirer du point de vue climatique et ne va que demander ce type de consultation ou de réflexion prospective de plus en plus et de manière beaucoup plus avancées, plus structurées, plus radicales peut-être, ça dépend. Et pour les gens de forêt, c'est une question de protection des forêts, puisque vous y êtes, ou de paysage, ou de qualité des sols, mais aussi il y aura une question de nouveaux arrivants, de migrants qui vont arriver, où est-ce que tu les mets, qui va travailler pour nos pays riches, qui va enlever les déchets tous les jours. Enfin, il y a une complexité des questions qui traversent le problème de la transition écologique, qu'à mon avis, il n'y a que des gens comme nous, comme vous, qu'on peut se mettre autour de la table pour les travailler. Bon, ouais. La consultation sur le Grand Paris, vous n'étiez pas encore à cette fondation? Non, non, moi, à l'époque, j'étais au ministère de la Culture, au bureau de Oui, la c'est ça, c'est recherche ça. architecturale, urbaine et paysagère, à l'époque, on était avec Eric Langereau et Nicolas Tixier. Oui, oui, il y avait des appels d'offres qu'on a connus en son temps. Et, Voilà. et le Grand Genève, c'était un peu le départ de ce type de démarche. Et en gros, si vous étiez en train de piloter ces métiers en faisant une espèce de recyclage intellectuel, de définir le nouveau contexte, de dire finalement vos métiers maintenant, c'est de travailler de façon intégrée. Oui, Donc c'est une sorte de continuité du ministère de la Recherche, sauf qu'en France, le ministère de la Recherche n'avait pas de pouvoir particulièrement ambitieux, mais qu'en fait l'enjeu, c'est que tous ces métiers deviennent des métiers qui aient une actualité et une ambition, et d'une façon intégrée, ce qui est aussi quelque chose de très commun avec nos travaux sur le paysage. complètement. Oui, 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 Odile, je suis d'accord. Oui, tout à fait. On essaie, on affine la méthode. Et la méthode, d'ailleurs, est toujours en arrière par rapport au problème, malheureusement. Enfin, mais c'est ça qui est intéressant. Les problèmes nous précèdent, et les cyclones, etc., les problèmes climatiques qui sont tellement en avance que nous, derrière, avec ce type de consultation, on utilise chaque occasion possible, avec les workshops aussi, à affiner les méthodes dans le détail. Et Pour actualiser. pour actualiser, pour être à la hauteur du problème. Parce que sinon, sinon on est des danseuses, pour le dire. Je ne sais pas si tout le monde est allemand. Des vieillards avec un Et- cerveau tout à fait daté. je vois Mario Dittmer, avec qui je travaillais à l'époque, il était au ministère. Salut Mario. Et et tout ça, c'est un problème. Enfin, pour moi, c'est très intéressant parce que ça nous pousse de l'avant. Et l'architecture, l'urbanisme, le paysage, ils sont obligés à se renouveler tous les jours. Ce n'est plus du tout une application de méthode. Il n'y a pas de méthode. La méthode, c'est d'être à l'écoute du problème qui est devant toi. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Pardon, oui, Jean-Pierre. Oui, cette mésaventure, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, luxembourgeoise, cette espèce de régression politique par rapport à une prise de conscience sur laquelle quand même il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, euh, peut être provisoire. Mais au fur et à mesure que euh, cette prise de conscience en dents de scie s'accentue et que les retours en arrière, qui sont assez logiques, parce que quelquefois on se rend compte qu'on est allé un peu vite par rapport à une population qu'on n'a pas réussi à entraîner, même si c'est une vraie nécessité d'entraîner tout le monde. Euh, à chaque fois, la situation est plus grave. C'est-à-dire que le Ouais. temps perdu par un mandat politique de 4 ans, de 5 ans ou de 6 ans, quand on est dans la négation des réalités comme certains le sont aujourd'hui, ben, on finit par reprendre la main, mais c'est plus compliqué. Mm, C'est-à-dire, le mur qu'on a en face est plus haut. mm, Donc, à mm. bout d'un moment,
on va plus réussir peut-être. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Parce que au bout d'un moment, ça va être tellement compliqué que, qu'il y aura de l'irréversible. Il y aura de l'irréversible. C'est clair, merci Jean-Pierre. Oui, personnellement, je pense il y aura de la casse. Et ceux qui vont souffrir le plus, c'est les plus faibles, évidemment, à chaque fois. Sauf que les riches ne sont pas aussi autant à l'abri qu'ils le croient. Ce qui a montré le feu, le méga feu à Los Angeles, c'est ce qu'ils ont montré. Mais partout. En réalité, il y a un leurre aujourd'hui, un leurre. Enfin, je pense qu'il y a Bruno Latour qui a très bien écrit à l'époque, auquel on, on dédie, on a fait dédicacer nos travaux à un moment donné, ou James Lovelock, l'anglais qui a tout mis en place. Donc tout ça, ça a été dit, la difficulté de l'espèce humaine de prévoir à ces longueurs elle est horrible. Enfin, nous sommes en train nous demandons, je dirais, plus qu'une aide sociologique qui est utile, comme tu dis, il faut amener avec nous les populations, une aide, une compréhension anthropologique de notre espèce. Ouais. Je trouve que c'est plus intéressant, plus fort comme problème. C'est-à-dire, c'est notre manière de développer nos cerveaux et nos synapses sur ces questions qui ont été conditionnées par des périodes différentes. Et là, nous sommes, comme tu dis, on va avoir donc de la casse. Cette casse va créer de la panique. Cette panique va créer des réactions épidermiques viscérales rapides, fascistes, nazistes, tout ce que on va créer certainement on pourra même partir complètement dans l'autre sens, c'est-à-dire cloisonner les sociétés, les fermer complètement par peur, comme tout le monde quand on a peur, il est comme ça, au lieu de s'ouvrir, de rester en dialogue, en réseau. Enfin, les réseaux qui ont été créés en Europe grâce à cette grande période ont l'air parfois de fermer aujourd'hui. Heureusement, nous, vous, on les tient ouverts, mais il faut beaucoup plus d'ouverture et de transfert de connaissances, transfert d'idées, plutôt que de rester fermé. Mais évidemment, le populisme comment dire, vit et se développe là où les gens sont fermés. Plus les gens sont fermés, plus le populisme thrives, comme on dit en anglais. Je vois pas, il est en bon état. Donc, et cette fermeture, elle est liée à la peur face à ce qui arrive. Et ça va voir bientôt avoir en France, vous avez vu les problèmes avec l'eau, enfin, l'exploitation des sources pour les communes, qui va avoir vous connaissez tous ces petits problèmes, des micro-problèmes qui sont des cailloux dans nos sociaux qui vont s'augmenter et qui ne vont pas permettre, je pense qu'il faut vraiment, à travers ces consultations, arriver à inventer même des micro-parlements, des situations de décision qui existaient certainement au Moyen Âge. Il y a des moments dans la société, dans l'histoire de l'humanité, que ces décisions, disons, locales étaient prises au bon moment par les bonnes personnes. C'est pour ça qu'elles existent, parce que sinon on ne serait pas là. Il y a des moments où on a fait des schismes dans les religions, on a fait des réformes. On s'est unis pour dire qu'on allait s'opposer à la dominance. Bon, on peut faire ça, on va nous taper dessus, ceux qui vont essayer de faire ça, mais c'est un pari. Il n'y a aucune solution aujourd'hui. Je pense que vous le savez, tu le fournissez, faisons sécession. On peut faire sécession, mais ils vont venir. Ils vont venir avec les tanks, avec les panzers et avec enfin, on peut faire sécession, mais il faut être prêt à mourir. Je vous l'ai dit très clairement. Pour faire sécession, il faut aller jusqu'au bout de cette démarche. Ce n'est pas une question, ce n'est plus une question. Enfin, à un moment donné, ce sera une question de survie. Pour l'instant, on n'est pas là parce que les sociétés arrivent à se débrouiller, pas nous, mais au Soudan, qui est aussi un problème climatique, ce n'est plus le cas. Donc, on a des situations extrêmes qu'on voit très loin de nous et qui vont se rapprocher. Comment nos territoires se préparent à ça? Pour moi, c'est trial and error, comme on dit en anglais. On essaye, on voit comment ça marche, on transforme, etc. Il n'y a pas de solution Alors, directe. nous, on avait posé ce problème, hein, entre nous, au collectif, du temps long de maturation des esprits, qui est le temps finalement du paysage perçu par les populations. Les gens ne perçoivent pas tous au même moment, etc., de la même façon, et de l'urgence écologique. Bon,
Et des solutions ou une des orientations qu'on avait tenté d'avancer, c'était de dire faisons local et fédérons les solutions locales. Alors, c'est pas facile parce que déjà, il faut les recenser, ensuite, il faut les fédérer. Ils sont pas tous. Il y a des réseaux qui fonctionnent pas trop mal comme ça. Enfin, je pense que le réseau des grands sites ou celui des parcs naturels régionaux sont de bons exemples, finalement, agglomérés et interconnectés de ces territoires qui essayent de s'en tirer. Sauf qu'au bout d'un moment, la petite échelle de ces territoires va se confronter à la grande échelle des décisions planétaires sur le réchauffement climatique. Je veux dire, un certain nombre de collectivités, voire d'États américains vont venir à, à, à Belém. Ils seront là. Sauf que le gouvernement américain, celui qui prend les décisions macro d'orientation sur l'énergie, le climat et les différentes politiques, y compris les politiques de fermeture ou d'ouverture des frontières aux personnes ou aux marchandises, eux, ils ne seront pas là. Et les beaux États américains qui font plein d'efforts, je pense que la Californie, c'est pas non plus négligeable, bah, s'ils n'ont pas l'État fédéral complètement avec eux, voire ils l'ont plutôt contre eux, bah, il y aura une impasse quand même. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, à force de faire des communes locales, on aura un grand fédéralisme qui sauvera la planète. Je ne sais pas. Oui, certainement. Enfin, ça peut arriver d'une manière ou d'une autre, mais je pense que pour l'instant, pour parler un peu ce que nous, on peut faire, vous, c'est-à-dire à chacun à son échelle, les PNR sont vraiment des unités extrêmement, je dirais, elles ont quelques moyens, elles ont aussi une structure qui leur permet de, soit en association entre eux, soit avec d'autres acteurs, à prendre quelques décisions en faveur d'eux. Alors, en faveur d'eux, je ne sais pas, je ne suis pas actuellement dans vos instances pour savoir comment ça fonctionne et quels sont les objectifs, mis à part la bonne santé d'un PNR, enfin, d'un parc national, régional. Mais ça veut dire quoi? La bonne santé, ça signifie la nature intacte, les humains en bon état, et les ressources en bon état, etc. Donc j'imagine que c'est assez One logique. Health. Oui, alors là-dedans, il y a du projet, de la vie quotidienne, de la fête, etc. Il faut construire un peu un espoir de vie, je dirais. Il faut le projet de la transition écologique est un projet d'espoir de vie, au fond. Et ça, il faut l'articuler, l'écrire, le dessiner et le faire partager. Et je pense je pense que vous avez tous les éléments nécessaires pour le faire tous. Une bonne partie, vous êtes plutôt mieux placé que d'autres avec certaines villes peut-être qui sont déjà dans le coup. Effectivement, il y a des villes françaises, suisses et autres, allemandes, le Luxembourg. On a déjà l'impression qu'il y a quand même des endroits du monde où la pulsion de mort ne prévaut pas. Et où, en fait, tu parlais de trucs anthropologiques, où il y a des endroits où la capacité humaine à se gouverner, à s'entendre, à avoir le sens de la place de chacun, et c'est ça que nos expériences et nos analyses locales identifient, c'est qu'en fait, actuellement, on a l'impression que les forces de dislocation et d'affrontement sont vraiment majeures. Et donc, il y a une espèce de côté destructif et explosif. Mais il y a des endroits où c'est pas comme ça que ça marche et il faut quand même avoir confiance dans le fait qu'encore une fois, il y a dans l'homme, comme l'avait dit Freud juste après la guerre de 14, une balance entre ces forces. Il ne faut pas se laisser oppresser par l'idée qu'il n'y a que des forces de destruction et de cataclysme. C'est sûr qu'on va au-devant de choses, comme tu dis, où il y aura de la casse, c'est assez vraisemblable, mais il faut garder confiance sur l'idée que l'intelligence et la capacité de coopération et d'ouverture d'esprit et de frayage de nouvelles façons d'être, et c'est là aussi que ces questions de paysage comme le vient de le dire Jean-Pierre, sur le ressenti, on peut imaginer que l'homme aille vers une certaine transformation de lui-même quand même, avec la sensibilité environnementale et avec l'ouverture aux connivences avec le vivant, enfin tout un milliard de choses qui font qu'on ait d'autres réflexes. Et c'est ce travail-là qui nous intéresse et qui est très créatif. Bien sûr, je suis d'accord. Et je pense que ça, vous l'avez déjà, comme tu viens de le dire, Odile, En cours. vous l'avez déjà engagé. Et nous l'avons essayé de notre côté avec nos moyens dans cette consultation qui était aussi liée au paysage, mais évidemment plus vers les villes, vers l'espace urbain. Mais comme le terme de ville-paysage, de Stadtlandschaft, est pour moi très, très évocateur, très, très, très fertile.
La ville paysage est une manière enfin, disons, c'est l'étape suivante de la cité-jardin. La cité-jardin avait une petite échelle très contenue, très bien faite. La cité-jardin était vraiment une invention extraordinaire, socio-économique, et politique et esthétique. Et la prochaine échelle la plus importante, la plus grande, c'est maintenant la ville paysage qui met beaucoup plus d'éléments, y compris la nature sauvage et l'agriculture dans cette affaire. Mais oui, je pense qu'il faut le cultiver. C'est une question de culture dans le sens le plus profond du terme. Il faut le cultiver par les actes, le dessin, les poèmes, les chansons. C'est par exemple le chœur. Qu'est-ce qui est le plus important dans une communauté que de chanter ensemble le soir autour d'un verre, qu'on ne fait plus en fait. Et comment voulez-vous avoir une communauté sans que les gens chantent autour d'un verre? C'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est une évidence que ça, la disparition du chant, parce qu'on a un téléphone, parce qu'on n'arrive plus à avoir ces moments, apportait un coup majeur à la capacité des humains à se solidariser. Il y avait les cultes religieux qui étaient encore une autre affaire, mais on chantait aussi. Mais c'est ensemble, enfin, ça va avec, c'est pas une continuité, c'est pas La sans politique. Oui, Bon, évidemment. il faudrait qu'on boive un verre une fois ensemble et peut-être tu nous invites alors à ta grande. Voilà une bonne perspective. Je pense qu'il faudrait qu'on se revoie. Effectivement, ça fait Avec grand plaisir. hein. Surtout Donc, chanter avec un verre, ça c'est plus important. avec un verre et on chantera quelque chose. Ouais. Avant ou après le verre, d'ailleurs. Je Tu peux vous envoyer notre bouquin remercie, aussi, je te peut-être. remercie beaucoup de cette conférence très, très inspirante, très prometteuse, oui. Je ne sais pas comment on fait pour me faire ce que vient de faire Sylvain, là. Bon, je sais. C'est très bien. Bon, il faudrait rappeler, pour terminer, la date de notre prochain webinaire ainsi que la personne qui va intervenir. Je crois que c'est quelqu'un qui est issu de l'ADEME et qui nous Oui, parlera des scénarios énergétiques de l'ADEME en France. et Donc, ce on va sera revenir dans le le giron 11. français, mais auprès d'un établissement public dont le but est d'essayer de nous sortir de là. Donc, c'est Parfait. Lorraine Boulitrop, je crois, qui sera intervenante. Le 11 décembre à midi, du coup. Voilà. Très bien. Je vais tâcher d'être parmi vous, si possible. Donc, le Super. 11 décembre à midi, rendez-vous à tous. Merci de votre fidélité, de votre patience, et maintenant, je dirais bon appétit. Et bonne soif. Bonne soirée. Et à Absolument. bientôt, surtout pour Merci, voir. merci à toutes. Merci beaucoup. Merci Merci. à votre collectif. Au revoir.